Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler toujours de management et on va, disons, se braquer un petit peu sur une nouvelle méthode de gérer, de manager, qui est en fait soit dénommée l'holacratie ou l'entreprise libérée. En fait, c'est la même chose mais avec deux noms différents, grosso modo. Donc ça, c'est une méthode qui est encore un peu mal connue déjà, et ensuite peu utilisée. Bien qu'il y ait des grosses entreprises qui utilisent ce genre de fonctionnement. Alors, le management, alors on peut considérer que c'est un management du futur. Alors, on va essayer de déterminer pourquoi ce sera un management du futur, malgré que bon, la présence du taylorisme est toujours là, mais on va voir que ça a tendance à évoluer, notamment avec les dispositifs ou les dispositions personnelles des individus. Alors, ici, nous sommes dans le domaine du travail. Nous sommes dans le domaine de l'entreprise. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est centré, enfin, tout au moins la vidéo que je vous propose, elle est centrée sur une organisation plutôt entreprise. Alors ça peut s'appliquer évidemment sur toutes les autres organisations, ça peut être des associations, ça peut être des coopératives, enfin, etc., etc. Enfin, il peut y avoir différents types de structures, mais en fait, même dans l'administration, hein, ça marche aussi. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a dans l'entreprise privée, on va dire, des conditions un peu particulières. Donc, notamment le fameux contrat de travail qui lie le salarié à l'employeur par un lien de subordination. Et donc l'organisation de l'entreprise, elle est souvent sous forme pyramidale, comme on le voit ici, donc avec le patron, le directeur, et puis chef de service, etc., etc., avec plusieurs niveaux éventuellement. Et en fait, il y a plutôt une espèce d'obéissance, hein, puisque c'est lié ici avec le contrat de travail, donc avec ce fameux lien de subordination où, en théorie, les gens qui sont en dessous d'une autre personne, si je puis dire, doivent obéir, tout simplement. Et cet ensemble de liens de subordination donne une certaine logique en termes d'objectifs, puisque en fait le patron, lui, il va donner une vision, en fait, quelque chose de très, comment dire, de très généraliste, hein. Il veut, par exemple, augmenter son chiffre d'affaires, il veut produire un nouveau produit révolutionnaire, enfin, donc un peu comme les GAFAM ont fait à une certaine époque pour créer, en fait, leur assise en termes de grosses entreprises. Donc, ça, évidemment que ce système se tient, d'accord. Par contre, on a tendance à oublier le client. Donc quand on parle ici de vision ici du patron, en fait, ce qui se passe, c'est que le patron ici peut avoir quelque chose qui est un peu déconnecté de ce qui se passe réellement pour le client. Et donc, parce qu'il n'est pas obligé de tenir compte de ce que, par exemple, les directeurs ici ou les chefs de service ici peuvent lui donner comme information. Voire même, bon ici je ne l'ai pas représenté, mais même le client ici, hein, il ne va pas tenir compte de ce que le client lui dit. Et donc c'est pour ça que quelquefois, on a des catastrophes au niveau des entreprises, comme Mercedes par exemple, qui s'est lancé dans les petits modèles de voitures et qui a failli aller en faillite à cause de ça, hein, en perdant sa réputation, puisque cette voiture, la petite classe A, quand on prenait un virage à 60 km/h, elle se mettait sur le côté, quoi. Donc elle basculait sur le côté. Voilà, donc c'est le genre de truc. Toyota a eu ça aussi, et malgré que c'était à un moment donné le number one en termes d'automobile, il a eu ce problème-là également. Ça va avec des systèmes d'embrayage aux États-Unis. Bref, voilà le système et son défaut. Et donc c'est un peu ce qu'on va essayer de voir et éventuellement si l'holacratie peut gommer ce défaut-là. Alors, au niveau de la définition, qu'est-ce que c'est que l'holacratie et pourquoi ça s'appelle ça? Alors ici, c'est un néologisme en fait, hein, c'est quelque chose qui a été un petit peu créé de toutes pièces. Donc, d'après ce que moi j'ai pu récolter comme information, donc hola viendrait du grec holos, qui veut dire tous ensemble dans le sens où on marche ensemble, si vous voulez. Hein, c'est pas juste un groupe,
c'est une équipe, c'est un groupe de personnes qui ont un objectif à réaliser ensemble. Ça va, donc ils donnent du sens à ce qu'ils vont faire. Et l'acratie, tout simplement, c'est le pouvoir du groupe, en quelque sorte, ou l'exercice du pouvoir de ce même groupe. Et donc, ce qui va se passer par rapport à ce qu'on vient de voir sur la dia précédente, c'est que il va y avoir donc un éclatement du pouvoir, parce que la structure pyramidale que l'on a vue tout à l'heure, elle n'est plus d'actualité, puisqu'on va travailler avec des groupes qui vont interagir entre eux. Et donc, on va modifier l'organisation de l'entreprise. Et là, ce qui va nous importer, c'est le client, puisque en fait, les groupes vont interagir entre eux et les groupes qui vont s'occuper des clients comme les commerciaux, le service après-vente, les techniciens de maintenance, etc., eh bien, ils vont interagir avec les groupes entre guillemets de pouvoir. Enfin, on va voir que ce n'est pas tout à fait des groupes véritablement de pouvoir au sens où on l'entendait précédemment, mais c'est ce système d'échange qui est extrêmement important. Et donc, ces fameux groupes vont pouvoir intervenir directement avec le client. Donc ici, il n'y a plus un système, alors on appelle ça le management par silo, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends le groupe informatique, il faisait de l'informatique, point. Il ne s'occupait pas de savoir si le client avait des problèmes avec l'informatique. Ou si l'informatique impactait le client, par exemple. Si on utilise un CRM, qui est un logiciel de gestion, notamment commercial, mais on peut intégrer le service après-vente dedans. Si on a des retards, par exemple, dus à l'informatique, parce qu'il y a une mauvaise programmation, parce que les emails ne partent pas à temps, ou que le chat ne fonctionne pas, etc., c'est sûr que ça impacte le client, mais à l'origine, si vous voulez, le groupe informatique n'avait pas de contact avec le client. Et là, il va avoir un retour, il va avoir une information qui sera donnée par le groupe SAV. Et là, tous ces groupes-là que je viens de citer, groupes de production, achat, etc., dialoguent avec le client, certes, mais on va voir qu'ils doivent dialoguer aussi entre eux. Alors, cette nouvelle organisation se présente d'une manière qu'on pourrait décrire comme anarchique. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier groupe, disons un groupe qui a le pouvoir, un groupe de direction, on va dire, et il va créer autour de lui un ensemble de groupes avec différents cercles, en fait. Donc on va retrouver un système de gestion de responsabilité, mais les rôles ne sont plus tout à fait les mêmes. Et donc on va avoir ce système de réseau, donc là, comme je viens de l'indiquer, donc avec des responsables, responsables commerciaux, manutention, logistique, etc. Alors, c'est intéressant, cette disposition, parce que ça veut dire qu'on ne casse pas ce qui a été fait avant, donc le système pyramidal, etc. Quand il existe et qu'on veut passer à une structure, disons, d'entreprise libérée, on peut conserver une certaine structure qui est intermédiaire, un peu mixte entre les deux systèmes, c'est-à-dire un réseau de groupes et un système, disons, pyramidal, puisqu'il y a un chef, il y a un responsable, etc. Mais vous allez voir que les rôles vont changer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la même chose que ce que je viens de décrire précédemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir un système de réseau qui va s'installer. Alors, certes, plus on est proche, plus le système d'échange de communication est plus, comment dirais-je, plus efficace, on va dire, plus rapide aussi. Et donc, évidemment qu'il va y avoir des échanges. Sauf que là, si vous voulez, ce que j'ai représenté en traits pointillés, donc les anneaux, en fait, il n'y a pas comment dirais-je, de barrière, si vous voulez, en termes hiérarchiques. Tout ça est représenté sur le même niveau. Ça va ? Ici, c'est juste pour avoir une idée de la représentation par rapport à ce qui existait avant, pour que les gens ne soient pas perdus en quelque sorte, c'est un peu ça. Si j'avais mis aucune intitulé genre responsable ou chef, ça aurait aussi très très bien fonctionné. Ici en fait ce qui nous intéresse, c'est que les groupes aient une existence, c'est-à-dire qu'ils aient une raison d'exister au sein de l'organisation. Un groupe peut très bien disparaître parce qu'il n'a plus de sens dans l'organisation. Alors, quand on dit disparaître, ça ne veut pas dire qu'on vire les gens. Ce n'est pas forcément ça.
On considère qu'ici, que le système ici d'organisation est changeant. C'est pour ça que ce sont des groupes. Hein, les groupes peuvent, ici j'ai mis des intitulés, mais ils peuvent changer d'intitulé. Les personnes ici vont simplement changer de rôle. Alors elles ne vont pas changer radicalement de rôle. Par exemple, je ne sais pas, si je prends le cas d'un opérateur ici, qui est soudeur, bah, s'il n'y a plus de soudure parce que c'est un robot qui va faire le soudage, eh bien, on va le reclasser, notamment, enfin, on verra déjà avec lui ses compétences, bien évidemment, mais on va le reclasser dans le contrôle qualité, par exemple. Ça va, ou dans la préparation, ou dans les méthodes, c'est-à-dire dans la façon de préparer le robot, par exemple, etc. etc. Donc, il n'y a pas forcément comment dirais-je, un abattage, si je puis dire, des tâches, c'est-à-dire qu'on ne va pas éliminer les gens parce qu'ils vont changer de rôle. C'est un peu ça la nouveauté de ce système-là. Alors, donc réseau de communication et de l'information d'un niveau de responsabilité, donc d'un même niveau de responsabilité. Donc évidemment que chaque groupe ou chaque personne aura un niveau de responsabilité dans le groupe et devra exercer cette responsabilité avec ses compétences, etc. Ça va. Mais ici, il va y avoir une compétence supplémentaire qui est l'aspect information et communication, qui est extrêmement important. Voilà, donc là, ce que je voulais représenter, c'est, si vous voulez, les différents échanges qui peuvent exister et qui peuvent présenter quelque part disons, une certaine approche qui paraît un petit peu anarchique au premier abord. Alors maintenant, voyons un peu ce qui se passe au niveau de l'encadrement. Donc dans l'encadrement, si vous voulez, ici j'ai représenté en fait des cadres, ici voilà, qui sont un peu coupés des réalités. C'est-à-dire qu'on a une génération, depuis quelques années maintenant déjà, qui est basée beaucoup sur l'aspect informatique des choses. C'est-à-dire qu'on va gérer des tableaux de bord avec des indicateurs. Et on perd un peu le sens de ce qui se fait sur le terrain. C'est un peu ce que les Japonais font avec le Genshi Genbutsu ou le Gemba Walk, c'est-à-dire d'aller voir sur le terrain, d'aller voir vraiment ce qui se passe et de vérifier si effectivement ce que j'ai ici dans mon ordinateur, si c'est réel ou pas. Ça va? Et donc, ici, le petit chef, enfin ce système de petit chef, qui est quand même favorisé par le système tayloriste, hein, eh bien, il va se transformer en quelqu'un qui devient une espèce d'expert, une espèce de consultant interne, si vous voulez, et qui va devenir un support pour le groupe. Donc, le responsable ne disparaît pas complètement, mais son rôle change radicalement. C'est-à-dire, il ne va pas s'occuper des RTT, des congés maladie, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou des absences, ou des trucs comme ça. Et lui, il va vraiment être là pour aider à ce que le groupe fonctionne correctement. Et ça, c'est son rôle. Donc, un chef d'atelier, il va s'occuper de la partie technique, il va plus s'occuper de savoir si les gens, comment dire, ont droit à un jour de congé ou si il faut le déplacer à un endroit X ou Y. Ça va. Donc là, évidemment, le groupe va se gérer de manière complètement autonome. Donc c'est lui qui va gérer toutes ces petites choses, des absences, des mal-être au travail, des conditions de travail, enfin ce genre de choses. Et là, les problèmes, lui, le responsable, hein, il va traiter les problèmes. Enfin, il va aider à traiter les problèmes. On va voir comment. Donc le groupe doit s'entendre avec les autres groupes, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc théoriquement, il ne devrait pas avoir de conflit. Alors on va voir qu'il y a des modalités pour s'en sortir de ces conflits, parce que après, des êtres humains, lorsqu'on les met ensemble, il y a toujours à un moment donné, alors pas forcément des conflits graves, mais des malentendus ou des frictions qui peuvent se créer entre les personnes. Et le groupe prend ses responsabilités sur les objectifs. C'est-à-dire que là, on n'a plus de salariés qui est assisté. On est sur des salariés qui doivent prendre des responsabilités, c'est-à-dire assumer leur rôle tout simplement. Hein, c'est ce qu'on leur demande. On ne va pas leur demander plus, mais on va leur demander d'assurer leur rôle. Alors évidemment, c'est un échange, c'est-à-dire que si on fixe des objectifs, il faut donner les moyens pour pouvoir les atteindre. Alors ici, ça c'est le gros problème lorsqu'on va passer de système fameux pyramidal, là, hiérarchique, à un système donc holacratie ou entreprise libérée. C'est la perte de pouvoir ou de contrôle des dirigeants. C'est-à-dire que là, c'est le groupe qui va s'autogérer. Hein. On a vu que c'était lui qui va exercer la responsabilité, qui va exercer le pouvoir. Et donc, ce n'est
le pouvoir en tant que tel, absolu, on va dire, n'est plus dans les mains du responsable, comme ça l'était par le passé. Donc il n'a plus de droit de vie ou de mort, si je puis dire, sur les personnes. Alors maintenant, comment on fait ça et comment est-ce qu'on peut arriver à former des groupes? Donc la première des choses à faire, c'est que les personnes donc, qui sont dans un système et qui vont basculer dans un autre doivent comprendre ce qu'on leur demande ou ce qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est la première étape, c'est le socle, c'est la fondation. Il faut qu'on s'assure que les personnes ont bien compris ce qu'on veut faire. Pour faire ça, il faut absolument dissoudre, si je puis dire, toutes les objections qui puissent se présenter. C'est-à-dire qu'on va faire parler les gens, et dès qu'ils ont la moindre question, le moindre, comment dire, objection bien sûr, mais surtout la moindre inquiétude, eh bien, il faut qu'ils puissent l'exprimer. Et puis, le rôle là du responsable, comme je l'ai vu tout à l'heure, enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le support, c'est-à-dire qu'il doit rassurer. Ça va? Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut passer à la deuxième étape. Donc là, il a compris, ils ont compris, si c'est un groupe, comment ça va fonctionner. Et maintenant, il faut donner les conditions dans lesquelles ça va fonctionner. Donc, ils ont compris comment ça va, mais est-ce qu'on aura droit à ceci? Est-ce qu'on aura droit à cela? Etc. Alors, ici, ces deux étapes, en fait, peuvent se confondre l'une avec l'autre. Mais en fait, souvent, la compréhension va entamer un processus, si vous voulez, d'inquiétude, si vous voulez, et, euh, et d'inquiétude en termes de moyens le plus souvent. Et donc c'est ça qui va jouer sur la partie suivante qu'on va voir maintenant. Ça va? Donc ces deux phases, en fait, peuvent très bien être globalisées, il y avoir une espèce d'osmose entre les deux. Ça va? Mais il faut qu'ils comprennent la démarche, c'est-à-dire ça passe aussi par le vocabulaire qu'on va utiliser. Hein, donc, si on par exemple, si on braque tout de suite les gens, évidemment, ils ne sont pas rassurés. Et donc là, ils vont créer une opposition extrêmement forte. Donc c'est pour ça que ces deux éléments vont jouer très très fort. Mais une fois qu'ils ont compris ce qu'on attend des deux, évidemment que la phase rassurée arrive tout de suite derrière. Et donc, si les deux phases, donc ces deux phases-là ne sont pas résolues, si je puis dire, eh bien, on ne peut pas passer à l'action. C'est-à-dire que, enfin si, on peut passer à l'action, mais on est à peu près sûr qu'on va aller dans le mur, quoi, qu'on va aller vers l'échec. Ça va? Donc, ces deux phases sont extrêmement importantes. C'est pour ça qu'elles sont vraiment à la base de cette pyramide. Et l'action ne peut se faire que si on a compris. Alors, peut-être pas dans le détail, mais sur le principe. Ça va? Encore une fois, ici, j'ai mis des strates, comprendre, être rassuré, agir. C'est pour représenter, évidemment, les différentes phases. Mais dans la réalité, en fait, ces phases sont un petit peu imbriquées l'une dans l'autre. Je m'explique. Dans la partie agir permet également de rassurer. C'est-à-dire que dans l'action, on peut crédibiliser ce qu'on a dit précédemment. Donc, il a compris, il est rassuré sur ce qu'on lui a dit, mais là, ce ne sont que des paroles. Et donc, l'action va permettre de crédibiliser ce qui a été conclu, ça va, entre les parties, si je puis dire. C'est un peu comme une négociation, et donc l'action fait partie du jeu, si vous voulez. Et donc, plus on agit en accord avec ce qui a été annoncé au départ, et plus on a de chances de réussite, bien évidemment. Alors, cette chance de réussite, elle va se concrétiser par, ici, le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que là, le groupe va se constituer, il va se renforcer, il va trouver un sens au groupe. Donc, on sait pourquoi on est là, puisqu'on l'a éprouvé par l'action, on a bien compris comment ça fonctionnait, et simplement ce sentiment d'appartenance va renforcer les liens. Donc là, l'appartenance, c'est le renforcement des liens du groupe. Alors attention ici, il ne s'agit pas d'un groupe, par exemple, contre un autre groupe, c'est pas comme dans le phénomène de sport, c'est un groupe qui sait qu'il doit travailler avec un autre groupe. C'est-à-dire qu'il appartient à une cellule, une structure, une petite structure, mais il sait que ça s'englobe
plus généralement. Hein. Donc ça, la compréhension, il faut qu'il l'ait évidemment et qu'il l'ait aussi dans l'action. C'est-à-dire qu'il faut qu'il, par exemple, s'il est soudeur, comme je disais tout à l'heure, bah, il faut qu'il puisse dialoguer avec le commercial, par exemple, ou le service après-vente, ou, je ne sais pas moi, les ressources humaines, par exemple. Voilà. Donc il faut qu'il soit capable d'interagir avec les autres groupes. Et là, le sentiment d'appartenance, c'est aussi le sentiment d'appartenance par rapport à l'entreprise d'une manière générale. Et on arrive évidemment à la dernière étape qui est être reconnu. Alors être reconnu, c'est-à-dire que on valorise en fait l'action des groupes et on diffuse aussi tout ce qui peut concerner les bonnes pratiques, par exemple. Bon, vous aurez remarqué que ça ressemble étrangement, pour une partie en tous les cas, à la pyramide de Maslow, et c'est justement ça qui va nous permettre de, en fait, motiver, en fait, donc passer à l'action. Hein, donc motivation, c'est le passage à l'action. Le groupe, évidemment, si vous ne respectez pas cette forme, vous risquez d'avoir une démotivation. C'est-à-dire que si des gens, par exemple, à un moment donné, ne comprennent plus ce qu'ils font, ils vont juste agir, quoi. Ça va. Donc c'est pour ça qu'il y a des strates aussi. L'action peut très bien se faire sans comprendre ou être rassuré. Hein. On peut très bien agir. Il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui vont travailler juste parce qu'ils ont un objectif de gagner leur vie, comme on dit, c'est-à-dire gagner de l'argent. Ici, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que les personnes se réalisent dans leur boulot et on va mettre les moyens pour qu'ils puissent obtenir cet objectif-là. Alors bien sûr, ici c'est un espèce de paysage un petit peu idyllique, mais en fait il y a quand même des difficultés pour faire une mise en place. Donc ici je vous renvoie à l'école sociotechnique où on parle d'acteurs et de réseaux d'acteurs et de communication. Déjà dans cette école-là, donc une école sociologique d'organisation, on voyait déjà apparaître un petit peu ce sens d'échange et de communication, mais avec toujours une structure hiérarchique relativement forte, ça va, mais avec une connaissance des rôles de chacun. Et il faut aller voir aussi la résistance au changement. Donc ça, vous pouvez le trouver dans les playlists que j'ai faites sur ma chaîne. Et donc la résistance au changement, évidemment, c'est le changement d'habitude, tout simplement. D'accord. Et là, il faut passer par une phase, entre guillemets, de formation. Alors pourquoi je mets entre guillemets? Tout simplement parce que c'est une formation un peu particulière. Elle se fait sur du long terme. C'est pas une formation pendant une semaine et puis hop, on passe à un nouveau système d'organisation. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, il y aura des journées ou des périodes d'une semaine peut-être pour présenter les choses, pour bien faire donc, les deux premières phases qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire comprendre et être rassuré, mais ça se fait en continu, quoi, ça n'arrête pas. Pour que ça fonctionne, le mot-clé est de créer cette confiance. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette crédibilité. Donc comprendre, être rassuré et agir, et en vérifiant que l'action passe bien par les deux premières phases, on crée cette confiance entre les personnes. Donc ça, c'est fondamental. Et là, sur cette confiance qu'on a établie avec les personnes, on peut commencer à faire changer les comportements. Donc, comportement, ça veut simplement dire que des salariés qui étaient assistés, donc qui devaient demander l'autorisation pour, je ne sais pas quoi, moi, changer de paire de gants lorsque c'était des gants usés, par exemple, eh ben, ils ne vont plus demander à leur chef qui leur fera un document, qui va présenter au magasin, le magasinier va contrôler si le document est bon, machin, truc, etc. Tout ça, c'est fini. On fait confiance aux gens. Donc si la personne dit, ben moi, ma paire de gants, elle est plus bonne, il m'en faut une autre, on lui fait confiance, on lui donne une autre. Ça va? Ça n'empêche pas que on ait une espèce de, comment dire, j'allais dire contrôle, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on vérifie simplement si la confiance est réelle ou pas, parce que ça va dans les deux sens évidemment. Hein. Donc le salarié de base, il prend plus de responsabilités, le salarié cadre, il en a un peu moins, on va dire, mais ça veut dire aussi que ce qui a été établi au début, hein, donc cette fameuse négociation, il faut que chacun respecte les termes de la négociation, bien évidemment. Hein.
Sinon, ça ne marche pas. Et donc, le changement de comportement, ici, donc toutes les personnes représentent les directions, tous les autres salariés, enfin, tout le monde a un rôle à modifier, si vous voulez, dans son comportement. Ce n'est pas que les salariés de base. Hein, souvent, c'est ce qu'on fait quand on fait un changement de structure. Boum, on s'adresse souvent aux salariés de base et pas à l'encadrement. Ici, c'est tout le monde, c'est-à-dire idem pour la direction, hein. Ça va jusqu'au PDG. En fait, généralement, c'est une volonté du PDG d'ailleurs de passer sur ce système d'entreprise. Donc, le salarié, lui, ben, il doit être capable de prendre des décisions et de les assumer. Donc, c'est ça aussi la confiance. C'est-à-dire qu'on lui donne une responsabilité, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, ben, il faut qu'il puisse, comment dire, révéler cet échec et en discuter et trouver une solution pour ne pas que ça se reproduise. Et c'est sur ça que c'est basé. Et donc la confiance, c'est aussi que le salarié peut s'exprimer lorsqu'il y a un échec quelconque. Il va pas se faire, il n'aura pas forcément des sanctions, si vous voulez. C'est un peu ça le truc. Ou tout du moins les sanctions elles sont vraiment en dernier recours. Par contre, où c'est vraiment le gros problème pour le salarié, mon Dieu, c'est pas encore dramatique. Je veux dire, en termes de changement, c'est quelque chose qui peut encore s'adapter relativement facilement. Alors, il y aura toujours des gens qui ne supporteront pas le fait de ne plus être assistés, hein, et généralement, ces personnes vont quitter l'entreprise d'eux-mêmes. Alors, pour les cadres maintenant, là, il y a une réelle perte de pouvoir, donc la perte de pouvoir hiérarchique. Ce fameux lien de subordination, il est complètement gommé. Alors, quand je dis complètement, c'est dans l'aspect théorique des choses. Quand on fait une transition d'un système pyramidal vers de l'holacratie, évidemment que ça se fait par étapes et que certains s'arrêtent à une certaine étape. Hein. Donc ne croyez pas qu'on passe d'un système A à un système B de manière binaire. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Il peut y avoir plusieurs niveaux en fait de responsabilité ou d'organisation dans l'entreprise. Donc là, comme je l'ai dit déjà, il devient un expert dans son domaine. Donc, où il redevient un expert dans son domaine, on va dire, et aide les groupes dans leur développement. Alors, il devient un expert dans son domaine parce que là, il y aura l'aspect, disons, négociation. Par exemple, l'outil assertivité va devenir un outil extrêmement important pour les cadres. Donc, c'est vraiment une maîtrise complète de ce système-là. Donc, avec un rôle gagnant-gagnant, etc. Donc, on ne commence pas par des sanctions, par exemple, hein, pour des problèmes. Où quand je dis sanctions, c'est-à-dire que quand il y a un problème, on ne va pas chercher une responsabilité d'une personne. On a un problème, il faut résoudre le problème. Évidemment qu'il peut y avoir une responsabilité d'une personne, mais on essaie de comprendre pourquoi cette personne a failli tout simplement. Alors, donc l'engagement du personnel, qui est extrêmement important pour que ça fonctionne, évidemment. Donc là, on a tous les types ou tous les rôles, si vous voulez, dans l'entreprise, de différents groupes. Il y a un engagement sur les mêmes valeurs de respect des personnes et de leur rôle dans les différents processus. C'est-à-dire que, comme j'ai essayé de l'expliquer précédemment, il n'y a plus vraiment de niveau hiérarchique. Donc tout le monde est sur le même pied d'égalité en tant qu'individu. En fait, on est plus des individus qui travaillent ensemble avec des responsabilités différentes et des compétences différentes, mais en ayant les mêmes valeurs humaines, si vous voulez, d'adhésion à simplement cette structure. C'est un peu ce qu'on a dans les grosses entreprises, hein, avec les systèmes de valeurs qui sont développés dans les entreprises. Hein, ou la culture d'entreprise, si vous préférez. C'est exactement le même principe. Sauf que là, on a gommé un peu le système hiérarchique. Alors, une petite parenthèse, ça joue également sur les femmes et les hommes. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de différence en termes de travail, bien évidemment, et en termes de compétences entre femmes et hommes. Hein. Ici, encore une fois, tout le monde est sur le même plan d'égalité. En termes d'individus, il y a seulement le changement de statut qui peut faire une variabilité entre les différentes personnes. Et donc l'engagement se vérifie toujours par les actes, hein, c'est ce que j'ai déjà dit dans la fameuse pyramide de tout à l'heure, mais là ça se vérifie encore plus, puisque là on est sur un ensemble de personnes. Alors l'engagement personnel et le conflit, donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, donc, il y aura des conflits, bien évidemment,
et ces conflits, on va les gérer de façon différente. Donc là, imaginons, donc je prends un cas de figure, hein, que salariés sont insatisfaits du rôle, quel que soit son rôle dans l'entreprise. Donc il est insatisfait de son rôle, il n'a pas les moyens, ou il estime qu'il pourrait faire plus, ou qu'il est mal payé, hein, ça peut être ça aussi, hein, attention, hein, ou qu'il est mal considéré, enfin bref, il n'est pas content. Donc, on va... alors, ici, plusieurs possibilités, mais globalement, un médiateur est élu par le groupe. Ça va donc, il y a des gens qui sont volontaires, et puis on fait une élection, tout simplement, hein, de façon complètement démocratique, et donc le médiateur est nommé. Ça va Alors, il peut être nommé pour, comme un mandat, si vous voulez, donc de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où la personne peut dire, moi, ça m'intéresse de faire ça, mais pas tout le temps, quoi, hein, de faire ça de façon, quand on a besoin de moi. Enfin bref, toutes les possibilités sont ouvertes. Mais bon, on considère qu'on a un médiateur. Ce médiateur, donc, va mettre les parties en présence, c'est-à-dire la personne qui est satisfaite, la personne dont le rôle subit les critiques. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être un groupe, hein, ça peut être ou simplement une position dans le groupe. Hein, je veux dire, c'est pas forcément, il n'y aura pas de grief contre une personne, mais simplement un sentiment de satisfaction. Mais comme il y aura toujours quand même quelqu'un qui est en charge du groupe, dans le sens support, encore une fois, hein, pas au sens hiérarchique, eh bien, on va faire dialoguer ces personnes. Alors là, il existe évidemment toutes sortes de méthodes, comme la communication bienveillante. Il existe différentes formes. L'assertivité aussi peut aider dans ces systèmes d'échange. Globalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait parler chaque personne, et ensuite, on ne les met pas en confrontation, comme on ferait habituellement. On va chercher plutôt les points d'accord qui peuvent exister entre les deux. Ça va ? Donc l'objectif, c'est vraiment de chercher une solution. Donc c'est pour ça que le système de valeurs ou la culture d'entreprise est extrêmement important dès le départ. D'ailleurs, dans ces entreprises, je ne crois pas que j'ai fait de dia là-dessus, malheureusement, mais le rôle de l'embauche, du recrutement des personnes est fondamental. Pour vous donner un exemple, il y a certaines entreprises, notamment aux États-Unis, qui payent les gens donc, pour faire une formation. C'est-à-dire qu'avant d'embaucher la personne, ils leur proposent une formation, ils sont payés, on va dire, je ne sais plus, ça doit être 2 000 € sur le mois, et ils font 15 jours de formation. Donc, ils touchent les 2 000 € s'ils font les 15 jours de formation. Mais s'ils font 3 jours, par exemple, on leur donne la moitié, on donne 1 000 €, quoi. Ça va ? Alors, on a posé la question au chef d'entreprise qui faisait ça. On disait, oui, mais vous perdez de l'argent, puisqu'on devrait le faire au prorata de la présence de la personne. Mais il dit non, parce que je préfère qu'une personne, parce que vu le montant que je donne, ça peut être extrêmement intéressant, c'est attrayant. Et donc, si la personne dit, je vais à une journée, je touche 1 000 € et puis c'est super, tant mieux. Moi, ça m'a coûté 1 000 €, mais ça m'aurait coûté beaucoup plus cher si j'avais pris quelqu'un qui n'était pas du tout dans notre culture d'entreprise, et qui aurait foutu le bazar dans mon organisation, en fait. Et donc, là, en gestion de conflit, ça coûte extrêmement cher. Hein. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, je vous renvoie au coût d'obtention de la qualité, où on parle de coûts cachés. Et notamment, la gestion de conflit, ça génère énormément de coûts cachés. Donc, ce chef d'entreprise était extrêmement, opportuniste et intelligent, dans le sens où il n'accepte que les gens qui sont capables de s'inscrire dans son système. Toyota fait à peu près la même chose, mais différemment. C'est-à-dire que Toyota, dans la période de recrutement, vous suivez une formation, et notamment, il y a un module qui est consacré à l'historique de l'entreprise. Donc, la personne qui vient pour faire du montage automobile n'en a cure de connaître l'histoire de la société Toyota depuis le début, donc en 1920, si mes souvenirs sont bons, un truc comme ça. Et donc, et ils sont évalués sur ce module, donc de l'historique de Toyota. Donc, évidemment que moi, la première fois que j'ai découvert ça, j'étais assez surpris, et je ne comprenais pas très bien l'objectif de ça. Et en fait, on m'a expliqué après que cet objectif, c'était simplement pour voir
la motivation. Est-ce que les gens sont intéressés de venir travailler chez Toyota? Donc si vous êtes vraiment intéressé par Toyota, même si ça vous casse un peu les pieds de faire de l'historique de l'entreprise, eh bien vous allez le faire. Alors, il n'existe pas de système en termes de recrutement qui est infaillible, hein. Donc une personne peut très bien s'investir dans l'historique. Enfin, il n'y a pas que l'historique, hein, il y a d'autres modules aussi casse-pieds que ça. Mais si on est très motivé pour gagner sa vie, parce qu'on est vraiment dans la dèche, c'est sûr que ça peut notamment être biaisé. Cependant, si vous avez fait ces modules-là, c'est que quelque part quand même, il y a quand même une structure de motivation qui est derrière. Et donc, on a moins de chances de se tromper sur la personne qu'on va engager. Donc là, le recrutement, encore une fois, c'est extrêmement important. Bon, enfin, ici, je l'ai pris comme un acquis, si vous voulez, par rapport à la culture de l'entreprise. Donc, revenons à nos conflits. Je ferme la parenthèse. Donc ici, dans le conflit, donc, on trouve des solutions. Ça va? Si ici, donc ici, je rappelle simplement qu'il faut bien connaître les principes de l'assertivité. Hein. C'est un exemple, mais si vous avez une autre méthode pour faire une résolution de conflit, bah, utilisez-la, tout simplement. Donc ici, il n'y a pas de... dans l'holacratie, c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça la difficulté pour capter un petit peu comment ça fonctionne. C'est qu'il n'y a pas de barrière, en fait. Hein. Si vous avez un autre outil que l'assertivité, vous l'utilisez. Si vous avez développé un outil en interne, d'ailleurs, c'est ce qui arrive le plus souvent pour gérer les conflits, il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas un problème. Hein. Alors, l'objectif de la rencontre, donc, c'est l'objectif d'une solution gagnant-gagnant. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, pour le groupe et les protagonistes. Alors, il ne faut pas oublier le groupe dans l'affaire. C'est extrêmement important. Donc, il y a le conflit qu'il peut y avoir entre deux personnes, entre une personne et un groupe, mais aussi pour l'ensemble de tous les groupes. Hein. Alors, tous les acteurs acceptent la confidentialité des échanges. Alors, ça paraît un petit peu bizarre, étant donné que j'ai dit qu'on échangeait énormément et qu'on faisait énormément de communication, et que là, on fait de la confidentialité. Tout simplement parce que lors de ces échanges, si vous voulez, il peut y avoir, comment on va dire cela, des échanges un peu bruts de décoffrage, si vous voulez. Et donc, c'est pas la peine d'aller ébruiter ce genre de choses. Et donc, on demande aux gens, encore une fois, la culture d'entreprise, hein, on demande aux gens de ne pas divulguer ce qui est dit dans cette réunion, tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, de un. De deux, on va faire courir des rumeurs. Et donc, le conflit risque de s'étendre, de se diffuser un petit peu au travers des autres groupes, puisqu'on a mis en place un réseau de communication assez important dans l'entreprise. Donc, il faut que ça reste limité. C'est pour ça que j'ai fait... une espèce de petit rectangle pointillé rouge, là, simplement pour dire que c'est limité à ces personnes-là, quoi. C'est ces personnes qui vont échanger. C'est une affaire de personnes, en fait. Hein. Ce n'est pas une affaire forcément d'organisation. C'est vraiment une affaire de personnes ou de ressenti. Alors, si impossible, on passe évidemment à un autre niveau. Alors, on retrouve notre personne qui est toujours insatisfaite. Ici, on va plus s'adresser à un médiateur, mais on va inclure des représentants de différents groupes. Ça va? Et on va essayer de... Parce que le médiateur peut... c'est un être humain, après tout. Il peut aussi mal interpréter ou mal comprendre ce que la personne insatisfaite dit ou ce que la personne incriminée peut dire ou le groupe incriminé peut dire. Donc, on va s'aider avec d'autres personnes qui sont aussi des médiateurs la plupart du temps, mais pas toujours. Ça va? Et les règles sont les mêmes, c'est-à-dire que là, on va rester dans un domaine de confidentialité dans les échanges. Ça, c'est extrêmement important. En ayant plusieurs avis, ça nous permet d'être impartial. Et donc, le but est de trouver une solution donc profitable pour le groupe et, par conséquent, évidemment, pour l'entreprise. Généralement, quand on passe par cette phase, on arrive à, disons, à négocier quelque chose qui est correct. Alors ici, bon, moi je présente ça sous forme de dia, hein, mais dans la réalité, en fait, ça se passe par plusieurs phases. Donc la fameuse pyramide que j'ai expliquée tout à l'heure, elle revient également dans la gestion de conflits. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que veulent dire les différentes personnes. Parce qu'entre ce que l'on dit et ce que l'on veut dire, il peut y avoir un écart important. D'autant que la personne qui est médiatrice,
elle n'est pas forcément, comment dire, ouverte sur les sujets qui sont débattus, en fait. Ça va. C'est pour ça qu'on passe par le groupe, notamment. Donc, je rappelle encore une fois, donc c'est comprendre, être rassuré. Donc, le fait de rassurer les gens en termes de conflit, ça va calmer un peu les esprits. Ça va. Et puis, on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une solution. Et donc, on revient dans le groupe de gestion de conflit. Hein. C'est pas une fois on fait le conflit et puis basta, tout ça est terminé. On sait qu'il y a ce qu'on appelle dans la gestion de conflit les coups de poursuite, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une négo, par exemple, en termes de conflit, ben, on met en place quelque chose et puis on regarde ce qui se passe, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, c'est pas utile de renforcer la satisfaction de la personne. Donc on revient dans un système d'échange où là, on essaye de voir ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc on résout des problèmes, si vous voulez. Hein. Grosso modo, c'est un peu ça. Alors, évidemment que ce système d'organisation a comme principal fondement la remise en question. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est propre à ce système d'organisation. C'est-à-dire que constamment, on va remettre en question, constamment, on va avoir des problèmes à résoudre, constamment, on sera en train de dialoguer, trouver des solutions, etc. Et ça va nous permettre de gérer toutes les évolutions possibles. Donc, que ce soit de la robotique, de l'informatique, que ce soit aussi l'âge des personnes, si vous êtes dans le bâtiment, etc. Par exemple, hein, ben, un maçon à 50 ans ou 60 ans, il est un peu cassé de toutes parts. Quoi. Donc, comment on fait pour garder ces salariés qui ont une connaissance du métier, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, etc. Donc, tout ça va venir, si vous voulez, s'inscrire dans l'évolution de l'organisation. Et cette organisation, une fois que elle n'est pas vraiment établie. Hein. Elle n'est pas établie une fois pour toutes, en tous les cas. C'est-à-dire elle doit évoluer absolument par toutes les contraintes et les influences qu'elle va recevoir. S'il y a je sais pas moi, des modifications en termes de réglementation, en termes juridiques, en termes de conditions de travail, etc. Donc tout ça doit poser question et doit trouver des réponses pour les gens. Et donc là, on a aussi, donc ça, je parle plutôt de manière, entre guillemets, négative, c'est-à-dire on subit des choses et puis il faut trouver des solutions, mais on peut aussi créer, avoir une émergence d'idées par la confrontation des informations. Donc confrontation ne veut pas dire que on veut convaincre et persuader à tout prix, hein, en imposant quelque chose. Il s'agit bien ici de négocier des éléments. Et alors, même si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut très bien passer à l'action, donc voir si la solution fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Parfois, c'en est déconcertant tellement c'est simple. Ça va. Alors, disponibilité de l'information, donc là, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est une caractéristique hein, de ce système-là, comme on vous l'avait vu tout à l'heure avec mes anneaux, etc. Là, donc, c'est des échanges constants, en fait, hein, sur tous les canaux possibles, hein, toutes les modalités possibles, que ce soit par informatique, que ce soit par verbal, que ce soit par des réunions, que ce soit par des formations, que ce soit même par des échanges extérieurs. Hein, toute cette information doit être disponible dans l'entreprise. Et donc, ça demande une transparence. Donc, ça aussi, c'est une remise en question ou un changement important, notamment pour la hiérarchie qui avait tendance à monopoliser, à thésauriser cette information à certains niveaux, quoi, et ne pas la diffuser au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est pour ça que la confiance dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est fondamental. Si vous n'avez pas la confiance, vous n'aurez pas la transparence. C'est aussi simple que ça, quoi. Vous voyez que c'est relativement simple dans la partie théorique. Dans l'aspect pratique, disons qu'il y a l'aspect humain qui va jouer énormément, et c'est là où ça peut évidemment créer des soucis, et c'est pour ça que cette gestion de conflit est extrêmement importante également. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment une base. Ça vous permettra, si vous entrez dans une société comme celle-là, d'avoir un peu une idée de comment ça peut fonctionner. Ceci dit, maintenant, toutes les entreprises qui utilisent l'entreprise libérée ou la holacratie a sa propre façon de fonctionner. Et sachez également que dans l'holacratie, il y a différents niveaux de mise en place de cette structure. Donc on peut trouver des structures mixtes avec un système, disons, pyramidal accompagné de groupes de travail, des groupes de fonctionnement qui peuvent être autonomes sur certains points, mais pas sur tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera.
et que pour ceux qui veulent avoir du sens dans le travail, qui se mettront à chercher une entreprise libérée. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.